On a aussi une situation intérieure aux États-Unis qui fait partie du jeu et qui représente une grande part de ce qui se passe dans la politique étrangère américaine. C'est lié à ce qui se passe à l'intérieur du pays, à la manière dont l'administration Trump calcule ses choix. On le sait, ils approchent des élections de mi-mandat, prévues pour novembre et décembre. Et puis, il y a l'élection présidentielle de 2028, à laquelle J.D. Vance tient énormément. Il essaie de rallier tous ceux qui ont voté pour Donald Trump, en allant sur les podcasts de ceux qui se sont un peu éloignés du mouvement MAGA, du mouvement Trump, comme Tucker Carlson. Tu vois, il est allé dans l'émission de Megyn Kelly, et ces gens-là étaient totalement opposés à la guerre au Moyen-Orient. Il disait, qu'est-ce qu'on y gagne, nous? Qu'est-ce que les États-Unis ont à y gagner? Comment est-ce qu'on profite de cette nouvelle guerre sans fin, dont on avait déjà parlé avant? Il avait déjà dit qu'il critiquait la guerre en Irak, comme il l'a répété. L'un de ses arguments, à l'époque, contre Hillary Clinton, et ensuite contre Jeb Bush, c'était justement de marteler « J'ai dit que j'étais contre la guerre en Irak ». Et maintenant, il est engagé dans une guerre active contre l'Iran. Quand on regarde les résultats, je pense que c'est sur le plan stratégique une énorme défaite pour son administration. Mais tu disais qu'il essaie de présenter les choses d'une manière qui amène le public à percevoir la réalité autrement. Mais selon vous, on a deux camps au Liban. Par exemple, le cas du Liban est vraiment crucial. C'est pour ça que l'Iran l'a mis dans la première clause du protocole d'accord. Il s'agit de mettre fin aux hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban. Et apparemment, d'après des sources israéliennes, l'administration Trump exercerait des pressions sur eux. À votre avis, avec le temps, quelle efficacité cela peut-il avoir? On a l'agenda des élections de mi-mandat, puis celui de 2028. J.D. Vance ne veut pas se retrouver piégé au Moyen-Orient. Ou peut-être qu'après les élections de mi-mandat, certains pensent que les États-Unis pourraient replonger dans la guerre. Et on voit bien que les Israéliens, eux, ne veulent pas du tout que les États-Unis quittent la région. Ils veulent qu'ils restent là, pour toujours, à les protéger. Eh bien, tout d'abord, le public israélien adhère complètement à l'idée du Grand Israël. Et si vous adoptez ce concept, si c'est votre credo, votre modèle, alors voilà, vous serez en guerre pour toujours. Et on ne peut pas se le permettre quand on est un petit pays comme Israël. Il faut être financé, recevoir du renseignement, des armes et tout le reste de la part des États-Unis. Donc, tant que les États-Unis ne coupent pas complètement leurs liens avec Israël, rien ne changera. Rien du tout. Il faudrait couper l'aide étrangère, qui est énorme. L'aide militaire aussi, qui est énorme. C'est ce qu'il faudrait faire. Donc, toute cette rhétorique et ce que dit J.D. Vance, c'est à peu près sans importance. Je pense qu'il le considère comme un acteur largement secondaire dans l'ensemble du tableau, pour être franc. Et aujourd'hui, on voit clairement ce qu'ils appellent une stratégie du bon flic et du mauvais flic. Mais tout ça, au fond, ne change rien tant que l'argent n'est pas coupé et que l'aide militaire continue. Après tout, il y a un projet de loi qui circule au Congrès et qui intégrerait l'armée israélienne à l'armée américaine, la rendant en quelque sorte partie intégrante de celle-ci. On ne sait pas encore si ce texte verra vraiment le jour, mais il figure bien dans un projet de loi en discussion. Voilà où on en est. Je ne pense pas que toute cette rhétorique, disons, la rhétorique critique venant de Washington à propos d'Israël, vaille grand-chose. C'est Israël qui tient les rênes et le lobby israélien qui contrôle la situation. Ce qui a changé en revanche, et là c'est indéniable, c'est l'opinion publique, surtout chez les jeunes électeurs. Elle a beaucoup évolué. Avant, ils soutenaient sans réserve l'alliance avec Israël. Aujourd'hui,
Beaucoup s'en sont détachés, et ce n'est plus aussi central qu'avant. Donc, oui, les choses bougent. Mais on est encore très loin, vraiment très loin, de ce que j'appellerais un point de bascule où les États-Unis iraient jusqu'à couper les ponts, autrement dit, tracer une ligne rouge. Si vous ne respectez pas le protocole d'accord, d'ailleurs, ce protocole, qu'est-ce qu'il dit exactement sur le Liban? C'est parfaitement clair, il n'y a aucune ambiguïté. C'est très clair, d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est qu'Israël s'arrête et qu'Israël sort du Liban, dehors. Mais ça n'arrivera pas. C'est ma prédiction. La seule façon pour que ça arrive, ce serait que les États-Unis décident que le Liban est une ligne rouge, c'est écrit dans le protocole d'accord, et que si Israël ne se retire pas et ne quitte pas le Liban, l'aide financière sera coupée. Si ça se produisait, parce que Israël, le projet du Grand Israël, ne peut pas avancer sans l'argent, l'armée et les services de renseignement américains. C'est impossible. Israël n'a pas les effectifs, il n'a pas les moyens, il n'a pas la population, et ainsi de suite. Donc toute cette idée, qui est d'ailleurs partagée, même par la faction anti-Netanyahou, dans la politique israélienne, ils y adhèrent tous au Grand Israël. Et d'une certaine manière, les gens ne comprennent pas bien ça. So somehow, by the way, people don't get straight. They see anti-Netanyahu. Ils entendent des discours anti-Netanyahou venir d'Israël. Mais si on regarde d'un peu plus près, en réalité, ils soutiennent ce qu'il fait. Les critiques viennent surtout du fait qu'il n'a pas réussi. Ils en veulent plus, pas moins. D'ailleurs, pourquoi pensez-vous que le Hezbollah existe? C'est une création d'Israël. Il y a 44 ans, Israël a créé le Hezbollah. Ils ont fourni la justification et tout le reste pour la formation d'un mouvement de résistance. Ils l'ont littéralement servi sur un plateau. Et à mon avis, simplement en écoutant des interviews, en parlant avec des gens dont les villages ont été détruits dans le sud du Liban et tout ça, je pense que le mouvement de résistance sera plus fort à l'avenir, pas plus faible. Et on verra plus ou moins la même chose se reproduire que ce qui se passe à Gaza. Vous croyez que ces gens vont devenir amicaux avec leurs occupants? Pas du tout. Ils les détestent. No way. They hate them. I think the complexity with the case of Lebanon, you're right, and Je pense que la situation au Liban est effectivement très complexe, tu as raison. Et au fond, tout cela nous ramène à une nouvelle confrontation entre l'Iran et Israël. On a l'impression qu'on se dirige vers ce moment-là. Et je ne sais pas, comment vois-tu la réaction des États-Unis? Imaginons qu'Israël poursuive l'occupation dans le sud du Liban et que les attaques continuent au fil du temps. On sait bien que Netanyahou, ce type, il est très malin, il manipule tout, aux États-Unis, comme dans la région, mais surtout aux États-Unis. Et c'est là que c'est crucial. En gros, il a ignoré tous les pays autour d'Israël et il mise tout sur les États-Unis. Le problème, c'est que Netanyahou fait la manipulation, mais la décision, elle, vient du président américain. On peut dire, oui, Netanyahou est très habile, très intelligent, d'accord, c'est une thèse. Mais quand le président des États-Unis prend les décisions dans un cas aussi clair, où chaque jour, on sait presque quelle voiture a explosé, quel assassinat a eu lieu au Liban, tout ça est public, eh bien, si le président ne dit rien, ne fait rien, c'est qu'il est stupide. Donc si on part de là, et d'ailleurs, je ne pense pas que Netanyahou soit si intelligent que ça, je crois que ce sont surtout les forces du lobby et l'argent qui achètent l'influence américaine. Il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce que c'est au fond, ce lobby? What is the lobby? The lobby's money. Le lobby, c'est l'argent. Aux États-Unis, on achète les politiciens, comme malheureusement dans la plupart des démocraties aujourd'hui. Ce sont des produits. On les achète, on les revend. C'est ça, le rôle du lobby, acheter et vendre des politiciens. Alors pourquoi, à ton avis, le Congrès américain continue-t-il de soutenir même ce qui est clairement un génocide à Gaza? Tout le monde emploie ce mot maintenant, ou presque. Pourquoi, selon toi, le Congrès ferme-t-il les yeux?
La plupart de ses membres ne soutiennent pas vraiment ce qui se passe. Ils préfèrent simplement ne rien voir. Et c'est pareil au Liban. Ils détournent le regard. C'est évident. Toi et moi, on peut voir ces vidéos, ces images, tous les jours, que ce soit au Liban ou à Gaza. Et pourtant, les Israéliens, il faut le dire, ont un système de censure extrêmement puissant. Tremendously powerful censorship operation. There are no Western reporters that are allowed to be in Gaza. Aucun journaliste occidental n'a le droit d'être à Gaza. N'oubliez pas que quand vous voyez des reportages sur Gaza, tous parlent depuis Jérusalem ou Tel Aviv. Ils ne sont pas à Gaza. Et les journalistes, surtout les correspondants étrangers d'Al Jazeera, qu'est-ce qui leur arrive? Ils se font assassiner. Les seuls présents sur le terrain, les Israéliens les éliminent systématiquement. Mais malgré ça, malgré les informations limitées et filtrées qu'on reçoit de Gaza, on a quand même une assez bonne idée de ce qui s'y passe. Et le Congrès américain, lui, ferme les yeux. Il ne dit presque rien. Il est presque impossible de voir un politicien américain à la télévision parler de ce qui se passe à Gaza ou au Liban. Alors, s'ils le font, ils vont commencer par dire, eh bien, l'organisation terroriste Hamas. Ils vont démarrer comme ça. Ou alors, ils ne diront pas Hezbollah, ni qui a créé le Hezbollah. Ils diront l'organisation terroriste Hamas, Hezbollah. Bref, tout est très orienté, très travaillé. Ce qu'on voit dans la presse occidentale, c'est toujours très biaisé. Mais si un village est bombardé et détruit dans le sud du Liban, c'est filmé. Pas besoin d'être un génie pour comprendre ce qui se passe. Non? Tout le monde le voit. Mais personne n'en parle. Et c'est le premier point du protocole d'accord. Je n'ai pas le texte sous les yeux en ce moment, mais je l'ai écrit. Je l'ai. Et la formulation est très claire à ce sujet. Israël arrête de bombarder et il se retire. Les deux. Mais c'est très clair, et ça fait partie de l'accord. Quand on écoute certaines vidéos sur YouTube, on entend des gens, dans des podcasts, débattre de tout ça. Est-ce que c'est vraiment dans l'accord? Est-ce que c'est couvert? Et ils continuent à se disputer. Ils disent, l'Iran affirme que c'est inclus, mais les États-Unis disent que non. Non, non, c'est bien dedans, noir sur blanc. Et le Liban, d'ailleurs, sera l'épicentre de tout ça. Le détroit, c'est une chose. On en a parlé, c'est évidemment très important. Et les alliés du Golfe, c'est aussi très important. Il y a toutes sortes d'éléments cruciaux. Mais la chose vraiment essentielle, et la seule qui, à mon avis, compte vraiment, c'est le Liban. Madame, oui, parce que le Liban en fait partie. Et la Syrie aussi, à mon avis, surtout avec la chute d'Assad et la manière dont la Turquie s'est impliquée en Syrie. D'une certaine façon, tout ça met beaucoup de pression sur les Israéliens. C'est pour ça qu'ils parlent maintenant de leur prochaine cible, qui serait la Turquie. Allons-y, disons, après avoir écrasé et détruit l'Iran, on s'en prendrait à la Turquie. Vous avez mentionné la section 224, qui parle en gros de fusionner les deux armées, l'américaine et l'israélienne. Mais il y a aussi la section 662, qui parle cette fois du renseignement, des deux agences de renseignement qui travailleraient ensemble. Et vous avez dit que c'est la recette du désastre. C'est exactement ce qui se passe avec ces guerres sans fin, les guerres sans fin d'Israël. Les services de renseignement et l'armée des États-Unis sont utilisés comme un outil au service d'Israël dans la région. C'est ce qui se passe, officiellement. Les deux résolutions ont aujourd'hui deux sections. Si je ne me trompe pas, la section 662 a été présentée par Tom Cotton. Et on voit, d'un côté, l'administration Trump donner en quelque sorte l'illusion que nous nous retirons du Moyen-Orient. Et de l'autre, on voit qu'en réalité, ils sont en train de fusionner officiellement les deux sections.
you know, Right. Well, section. you have a lot of things, contradictory Oui. things going on. Eh bien, Because il y a remember, beaucoup de choses, des choses contradictoires qui se passent. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, les États-Unis ont officiellement déposé une plainte affirmant que le renseignement israélien, le Mossad, était infiltré au sein du département de la Défense et de la Maison-Blanche, écoutant les négociations entre les Iraniens et les Américains. Donc il y a toutes sortes de choses étranges. Si on regarde tout ça de près, on voit énormément de contradictions. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand on a commencé l'émission, vous m'avez demandé, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est très difficile de le dire. Franchement, quiconque prétend savoir clairement ce qui va arriver, à mon sens, se trompe et ne joue pas franc jeu. La seule chose générale que je pense pouvoir prédire avec une certaine précision, c'est ce que je vous ai dit à propos du Grand Israël. Si on part de là et qu'on suppose que cette situation va rester en place à l'avenir, on peut déjà en déduire à peu près le scénario de ce qui va se passer. Pas les détails, bien sûr. Aucun détail, aucun événement précis, mais on sait que ça crée un mélange assez explosif. Rien ne va vraiment changer. Vous avez mentionné la Turquie, et je pense qu'après la guerre, on verra émerger deux grandes puissances au Moyen-Orient. La Turquie et, comme on disait autrefois, la Perse. Personnellement, je préfère ce nom-là. Mais enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran, la République islamique, tout ça, au fond, c'est toujours la Perse. Cette culture n'a jamais vraiment disparu. The culture has never really gone away. And it's been around for a while. Et ça existe depuis un moment déjà. Donc, si on a ces deux puissances dans la région et qu'on ajoute l'idée du Grand Israël, une autre idée très forte, on commence à comprendre ce qui se passe. Et là, on parle de Netanyahou. Une autre figure politique, c'est Naftali Bennett. Et Bennett a clairement déclaré que la Turquie est la prochaine cible sur la liste. Oui. Donc toi et moi, on ne parle pas ici de choses théoriques, on parle de faits réels. D'ailleurs, Bennett a été Premier ministre, pour rappel. Donc voilà, ce sont des éléments concrets. Peut-être que c'est pas la priorité du moment, mais c'est clairement dans un coin de la tête, la Turquie, je veux dire. Alors, si on se demande pourquoi Erdogan fait certaines déclarations, pourquoi il prend certaines décisions, eh bien, on a déjà une assez bonne idée.